Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Café des Transidentités. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Julie. Alors Julie est infirmière auprès des personnes transgenres. Bonjour Julie. Bonjour Maxence. Donc je vais te laisser te présenter. Alors donc je suis infirmière depuis 15 ans. Pour le côté perso, j'ai 37 ans, en couple, 2 enfants. Côté professionnel, j'ai travaillé 10 ans au service de chirurgie, urologie et digestive. Et je me suis spécialisée en urologie, plus particulièrement puisque j'ai aimé cette spécialité. Ensuite, je suis sortie de l'hôpital, j'ai travaillé chez un prestataire de santé à domicile, donc un distributeur de matériel médical d'urologie encore une fois. J'ai été amenée à rencontrer des gens à leur domicile, les former sur le matériel, etc. Pendant ces 5 années-là, en fait, j'ai rencontré des chirurgiens qui pratiquaient de la chirurgie de réassignation sexuelle. Et c'est là que mon intérêt s'est porté sur cette spécialité-là. Un beau parcours quand même. 15 ans, ça commence à faire. Ouais, dis que je suis vieille, quoi. J'ai pas dit ça. La première fois où tu as entendu parler de transidentité, tu te souviens quand c'était exactement? Oui, tout à fait. Du coup, pendant cette période où j'étais chez le prestataire, on rencontrait beaucoup de chirurgiens urologues dans toute la région Rhône-Alpes. Et j'ai rencontré le docteur Morel-Journel au CHU de Lyon. Donc on a commencé à discuter de la chirurgie de réassignation sexuelle. Et moi, j'ai toujours adoré la chirurgie urologique. Et je ne le connaissais absolument pas, donc je m'y suis intéressée. J'ai eu la chance d'aller avec lui au bloc opératoire, de faire des consultations avec lui pour connaître un peu plus le sujet. Et là, j'ai dit waouh. Enfin, je n'ai pas d'autres mots, en fait. J'ai été bluffée par ce qu'il arrivait à faire, bluffée par principalement la chirurgie et puis l'accompagnement tout autour des patients transgenres, du coup. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas du tout ce que fait le docteur Morel-Journel, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il fait? Oui, donc c'est un urologue au CHU de Lyon qui est spécialisé dans la chirurgie de réassignation sexuelle en France. C'est un des pionniers de cette chirurgie, de ces chirurgies-là, parce qu'il n'y en a pas qu'une, puisqu'on sait que c'est à Lyon qu'ont commencé les premières chirurgies. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as commencé à travailler avec des personnes transgenres? Eh bien non, puisque du coup j'avais commencé à collaborer avec ce chirurgien-là, et puis les choses ne se sont pas faites. Du coup, on n'a pas travaillé ensemble. Donc pendant 4 ans, j'ai continué à faire ce que je faisais déjà dans la prestation. Et en 2019, j'ai rencontré un autre chirurgien, le docteur Terrier, qui m'a contacté, m'a proposé de travailler avec lui, de collaborer autour de la prise en charge des patients transgenres. Ok, donc ça c'était en 2019, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, depuis... Depuis j'ai changé, j'ai quitté la prestation. Maintenant, je suis dans un centre de soins infirmier et je travaille à 90% avec des personnes transgenres qui bénéficient d'une chirurgie de réassignation sexuelle par le docteur Terrier ou par le docteur Pricaz, son collègue dans la clinique. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton travail, sur ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs versants, je dirais. Il y a le versant patient, le plus important selon moi en tout cas. Je m'occupe du suivi, du suivi pré- et post-opératoire, suivi des plaies, de la cicatrisation, détection des complications le plus précocement possible. Lien avec le chirurgien aussi, je suis un petit peu le lien entre les patients, le chirurgien, etc. Lien avec les infirmières libérales, puisque c'est des patients qui viennent de la France entière se faire opérer à Lyon, puis après ils rentrent chez eux et se retrouvent un petit peu démunis avec des infirmières ou infirmiers qui savent pas forcément comment s'occuper d'eux. Donc je coordonne un petit peu tout ce monde, ce qui m'amène au deuxième versant qui est un versant plus formation. Donc là, grâce à toi, avec ton aide, on fait des formations de plus en plus régulières de professionnels de santé. Au départ, c'était mes collègues du centre de soins, puis on a élargi aux infirmières libérales de partout en France, voire même d'autres spécialistes, hein, notamment des kinés, etc. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas à ça d'ailleurs. Ben non, parce qu'il y a du travail, hein, c'est vrai, quand même à faire malgré tout. Ouais, il y a du boulot, on s'en rend compte, et il y a une demande. Moi, c'est ce qui me rassure aussi, c'est qu'il y a un public, il y a une forte demande, et on essaie d'y répondre. Oui, parce que c'est souvent pas de la malveillance, mais un manque de connaissances sur le sujet. Et nous, du coup, c'est ce qu'on essaye un peu d'apporter, finalement, des connaissances,
des bonnes pratiques entre guillemets, parce que quand les gens savent pas, ça peut pas être inné non plus. Mhm. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a de l'intérêt et ça fait plaisir en fait. Tout à fait, tout à fait. Et dernier versant, on fait aussi des réunions d'information pour les patients qui se lancent dans un processus de chirurgie de phalloplastie abdominale. C'est ce que fait le docteur Terrier. Donc en fait, toi, si je résume, t'es une infirmière qui de base n'est pas du tout concernée par la transidentité et finalement qui se bat pour faire bouger les choses. Parce que c'est une manière de se battre pour faire bouger les choses en fait, ce que tu fais, pour faire des choses concrètes, pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les prises en charge. En dehors d'être une infirmière qui travaille avec des personnes transgenres, t'es une vraie alliée. Ouf, c'est un joli mot, c'est un joli mot, mais oui, j'essaye en tout cas, oui. Pour moi, c'est toute la définition d'une alliée. Donc si, on peut dire que tu es une vraie alliée, et en fait, des initiatives comme ça, si on avait un peu partout, on avancerait plus vite et peut-être que les choses évolueraient aussi plus rapidement. Oui, alors après, je pense qu'on est plusieurs à faire des petites choses comme ça, mais chacun un petit peu dans son coin, et que finalement, on pourrait faire bouger les choses certainement plus vite ou mieux si on se regroupait, en tout cas. Parce que c'est certain qu'il y ait d'autres soignants, ou même pas forcément des soignants, qui font des choses dans ce sens-là, des formations, des informations, pour améliorer les choses pour les personnes transgenres, c'est sûr. En tout cas, moi, en mon nom et certainement au nom de plein de personnes trans, je voulais quand même te remercier de faire des choses pour améliorer les choses, justement. Bah écoute, merci. Si tu avais à faire ressortir entre guillemets, une meilleure réaction et une pire réaction quand tu as pu annoncer à des personnes cis autour de toi que tu travaillais avec des personnes transgenres, en fait, quasi au quotidien. Enfin, au quotidien. Au quotidien, ouais, on peut Plutôt. dire. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, annoncer, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que dans mon cercle d'amis ou de famille, voilà, j'ai dit que j'avais changé de travail, on me demandait forcément ce que je faisais actuellement, et j'ai eu plutôt des bonnes réactions, je dirais. Des gens qui se sont intéressés au sujet, qui m'ont posé des questions, qui n'étaient pas forcément touchés de près par la transidentité, mais qui du coup m'ont demandé ah ouais, mais alors déjà c'est surtout ah oui, mais les chirurgies, mais comment ils font, etc. Est-ce que c'est fonctionnel? Bon, un petit peu de curiosité, ou j'aime autant qu'ils me posent la question à moi qu'à mes patients. C'est sûr, d'un Voilà. sens, il vaut mieux quand même. Justement, qui me Ouais. posent toutes les questions un petit peu gênantes à moi, comme ça après je me dis qu'ils ne le feront pas avec une personne trans. Ça me permet de les mettre en garde sur le sujet, de ne pas poser des questions intimes et déplacées à des personnes transgenres. Des personnes qui ne poseraient pas à des personnes cisgenres non plus. Des questions, effectivement. Intrusives et qui n'ont pas lieu d'être posées. Et autrement, si j'ai eu un ami d'enfance qui a eu une réaction qui m'a un peu surprise parce que je le connaissais très bien et que je m'attendais absolument pas à ça, qui lui m'a dit mais comment ça, tu travailles avec des personnes trans, mais moi je trouve pas ça normal d'être trans. Donc, on faisait un long trajet en voiture, donc ça tombait bien, on avait le temps d'en discuter, donc je lui dis qu'est-ce que tu ne trouves pas normal? Et pour lui, à ce moment-là où on a eu cette conversation, une personne transgenre, c'était un problème psychiatrique. Et comme petit à petit, voilà, on a discuté, c'est quelqu'un qui est ouvert de base, mais qui en fait ne connaissait pas du tout le sujet et qui avait des a priori, comme malheureusement beaucoup de personnes du grand public. À force d'arguments, de discussions, à la fin du trajet qui devait durer 2 heures à peu près, il m'a dit mais ouais en fait. Et c'était ma petite victoire parce qu'en plus je commençais juste à travailler dans ce milieu-là et de me dire que voilà, en 2 heures j'ai pu convaincre un ami qu'une personne transgenre était une personne comme lui, mais avec des difficultés de ne pas être dans le bon corps et justement un parcours compliqué. Et depuis, parce que ça c'était au début, c'était il y a 2 ans et demi, et depuis c'est le premier à me dire alors comment ça se passe ton boulot et ça va bien et machin, et plus du tout d'a priori. Ta première victoire. Ouais, c'est ça. C'est marquant. Première déception de sa réaction et première victoire après la C'est discussion. ça. C'est toujours plus savoureux une victoire dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que t'aimes ton travail aujourd'hui et quels sont les côtés que t'aimes un petit peu moins? Alors, j'aime mon travail d'infirmière depuis toujours. J'ai toujours voulu être infirmière pour le côté aider les gens, accompagner les gens, faire des soins, etc. Là, plus particulièrement avec la chirurgie de réassignation sexuelle, la relation soignant-soigné est exceptionnelle parce que du coup, les patients qui font ces chirurgies, c'est tout un parcours de vie. Et quand on est accepté auprès d'eux en tant qu'infirmière,
ils nous incluent complètement dans leur parcours, dans leur vie personnelle, etc. Et c'est hyper riche, on crée des relations privilégiées, ça dépasse quelquefois la relation soignant-soigné, puisqu'on est on rentre dans leur intimité. Ce qui est le plus compliqué, entre guillemets, c'est de donner des conseils, etc., qui, selon moi, sont des conseils vraiment purement paramédicaux, donc d'infirmières. Et quand les gens ne les suivent pas, quelquefois c'est dramatique, voire compliqué. Alors des exemples, j'en ai à l'appel. J'ai des patients qui sortent d'intervention, qui ont des balafres du genou en haut de la cuisse et qui vont faire du foot, par exemple. D'accord. Par exemple, donc les cicatrices lâchent, etc. Ça complique. J'ai aussi des patients qui reprennent une activité sexuelle bien trop tôt d'un point de vue médical et paramédical. Et là c'est pareil, les conséquences sont dramatiques. Donc je voudrais juste faire passer un petit message, j'en profite tant que j'ai la parole, pour dire, si certains de mes patients m'écoutent, c'est pas pour vous embêter si je vous dis tout ça en fait. Je ne suis pas là pour vous mettre des freins dans votre vie, pour vous empêcher de faire certaines choses, mais c'est pour que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà. À côté de ça, tous ne sont pas comme ça. J'ai des patients qui sont hyper précautionneux, qui eux, à partir du moment où ils ont la première opération, se disent je vais rester au lit pendant 1 an et demi, comme ça je risque pas de faire de bêtises. C'est peut-être pas non plus la bonne solution. C'est ça, il faut essayer de trouver un juste milieu, quoi. Alors c'est aussi ce qui fait la richesse de mon métier, c'est que j'ai des gens de tout horizon, de tout caractère, toute personnalité, et je dois moi m'adapter, et c'est très enrichissant pour moi. Ce que j'aime aussi dans ce métier, par rapport aux autres patients que j'ai pu rencontrer avant dans mon parcours, c'est que là, c'est des patients qui ne viennent pas se faire opérer pour une maladie. C'est une toute autre raison. Donc quelque part, c'est des patients qui vont au bloc quasiment en courant, tellement ils sont contents d'y aller. Ça change beaucoup la donne, en tout cas. Du coup, c'est complètement une autre prise en charge, en fait. Et c'est des gens qui sont... Je trouve de manière générale, alors c'est pareil, j'aime pas généraliser, mettre les gens dans des groupes, voilà. De toute façon, on est tous différents. On est tous ça, différents. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est quand même des patients qui, d'une manière générale, sont hyper reconnaissants, hyper bienveillants, avec moi en tout cas. Pareil, je parle pas pour les autres. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de la relation privilégiée, en fait, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton métier que tu voudrais faire ressortir, que tu aimes particulièrement? Non, il y a plein de choses que j'apprécie, que j'aime beaucoup dans ce que je fais. Une dimension complètement différente qui me plaît énormément, là, c'est les soins techniques. J'aimais déjà beaucoup les soins techniques en chirurgie conventionnelle, chirurgie générale, mais là, ça m'a permis d'acquérir d'autres compétences, d'autres soins techniques que je ne connaissais absolument pas il y a 3 ans, et maintenant de les faire régulièrement, de les maîtriser de mieux en mieux, et de pouvoir en plus essayer de transmettre ces compétences-là à d'autres soignants pour qu'on soit le plus nombreux possible à être formés et à pouvoir faire ces soins. Et surtout à bien les faire. Et à les faire du mieux possible en tout cas. Oui, en effet. C'est ça. Et qu'est-ce que tu voudrais dire en fait au personnel soignant qui serait amené à prendre en charge des patients transgenres, qui d'ailleurs en fait concernent tous les soignants, même sans s'en rendre compte, ou même si on pense qu'on ne travaillera jamais avec des personnes transgenres? Eh ben en fait, très certainement que si, et on en a certainement déjà rencontré sans le savoir. Tout à fait. Donc, pour revenir à notre question, du coup, aurais-tu un message à faire passer au personnel soignant? Ouais, en fait, oui, j'ai envie de leur dire, en gros, qu'est-ce que ça change qu'un patient soit trans ou cis, ou même autre, enfin peu importe. Un patient, pour moi, est un patient quand on est soignant. Normalement, quand on devient soignant, c'est pas pour soigner... un type de personne avec telle culture, avec telle croyance, avec telle orientation sexuelle ou autre. Du coup, trans ou pas trans, je vois pas où est le débat en fait. Je me suis jamais posé moi la question. Quand on parle surtout des services de soins conventionnels, je veux dire, une personne trans ou pas trans peut se péter une cheville ou avoir besoin d'une appendicectomie, enfin peu importe. Et je ne vois pas dans quelle mesure c'est important pour le soignant de le savoir. Et est-ce que ça va surtout changer dans sa prise en charge, autant dans les soins techniques que dans le relationnel? Donc je pense que tout soignant, quel que soit son lieu d'exercice, croisera certainement un jour une personne trans qui sera son patient pour X raisons. Restez vous-même en fait. Prenez ce patient-là en charge comme le voisin de chambre. Je ne vois pas où est la différence finalement. Par contre, pour les soignants qui veulent
qui veulent participer au parcours de transition d'un patient transgenre, comme je le fais moi. Mais lancez-vous, c'est tellement riche, c'est des relations vraiment fortes qui se créent avec nos patients. Alors certainement, comme dans d'autres spécialités que je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler, mais tout ce qui est, par exemple, maladie chronique, qui, je ne sais pas, une insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, peu importe, c'est des patients qu'on suit longtemps, avec des hauts et des bas, qui sont lourds, c'est l'ascenseur émotionnel, et du coup on partage et on vit les choses avec eux, et forcément il en débouche des belles relations, quoi. Donc allez-y, plus on sera nombreux à être formés et à s'intéresser au sujet, et plus on sera en mesure d'aider les gens. Et justement, pour aider les gens, est-ce que tu aurais des conseils à donner, à leur donner en fait au personnel soignant qui aurait une prise en charge Alors oui, j'en ai à plein des effectuer? conseils à donner, mais d'où les formations. Mais si j'avais des conseils de base à donner, ce serait dans l'abord d'une personne transgenre. Si le soignant est mal à l'aise, ne sait pas comment genrer le patient ou la patiente, de demander. Pas plus tard qu'hier, moi j'étais à l'hôpital voir une patiente qui avait subi une vaginoplastie. Moi, sur les papiers que j'avais un prénom masculin. Je suis rentrée dans la chambre, je lui ai dit bonjour madame avec son nom de famille. Je lui ai dit j'aurais besoin de 2-3 informations. Donc, déjà votre prénom. Elle me dit alors lequel. Je lui ai dit celui par lequel je dois vous appeler. Point. Je suis restée 1 heure avec elle et ça a simplifié les choses. J'ai pas passé 1 heure à me demander comment je devais l'appeler, pas faire de gaffe, etc. Voilà. Donc vous, si vous avez des papiers, si le patient arrive avec une ordonnance, une carte vitale, avec un numéro, le 1 ou le 2, qui ne correspond pas à l'identité visuelle du patient ou de la patiente, demandez. Alors comment je dois vous appeler? Il vous dira monsieur, madame, il, elle. Et puis c'est tout. Finalement, le patient sera content que vous lui posiez la question parce qu'il se dira que ce soignant-là a envie de respecter qui je suis. Et vous, vous serez plus à l'aise pour le prendre en charge. C'est tout. Et surtout, partager l'information dans le dossier du ou de la patiente. Vous passez 1 fois, 2 fois dans la chambre, vous sentez seul à poser la question, mais durant l'hospitalisation ou même à domicile, il va y avoir combien de collègues? Si tout le monde repose les mêmes questions, il y a un moment où ça peut être lourd aussi pour le ou la patiente, donc faites passer l'info aux collègues. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer plus largement à tout le monde ou peut-être à un groupe de personnes en particulier, hein? Oui, alors je peux dire déjà que la communauté trans fait partie des minorités et finalement comme toutes les minorités vues de l'extérieur, on a des a priori, des préjugés parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et que finalement il suffit de s'informer, de rencontrer des gens qui font partie de ces minorités pour casser ces a priori. Et il suffit parfois juste de s'y intéresser, de s'informer, de rencontrer des gens qui appartiennent à des minorités pour se rendre compte que finalement, on s'en fait toute une montagne, et puis qu'au final, c'est des gens comme vous et moi, des êtres humains, tout simplement. À part que, pour arriver à être eux-mêmes, ça a été tout un parcours compliqué, long, etc. Donc finalement, est-ce que c'est bien nécessaire de leur rajouter encore un mal-être à cause de nos propos déplacés ou autres? Ça a déjà été suffisamment compliqué. Si on peut simplifier les choses à ce moment-là, tant mieux, quoi. Et puis j'ai envie de dire, on est qui pour juger? Enfin, moi, en tout cas, je vois les choses comme ça. Je suis personne pour juger. Donc, Et concernant les infirmiers ou infirmières, je voulais quand même dire que je suis sidérée d'entendre des témoignages de patients sur leur comportement ou leur jugement. Quand j'ai commencé, j'étais franchement loin d'imaginer qu'il y ait autant de soignants qui se permettent d'avoir des discours ou des comportements complètement inadaptés avec des patients transgenres. On est énormément de personnes transgenres justement qui avons eu affaire à des comportements inadaptés, voire inappropriés avec du personnel médical, pas que des infirmières, hein, voilà, ça peut être des médecins ou tout autre, hein, des fois c'est à la pharmacie, voilà, y a pas de règles. C'est un peu aussi ce qui m'a donné l'envie de te suivre dans les formations que tu donnes au personnel soignant, de t'aider du coup un peu dans cette démarche parce que j'espère que à l'avenir
de moins en moins de personnes transgenres auront à subir cette lourdeur, parce qu'on peut dire que c'est lourd. Je veux bien le croire, oui. Ça peut aller de tout à rien en fait, hein, de questions très malsaines, très malaisantes, à du jugement ou des réflexions. Quand on est personnel soignant et qu'on a, je ne sais pas, un soin tout autre à faire qui n'a pas de rapport avec la transition, etc. Et qu'on n'a pas besoin, même si c'est en rapport avec la transition, d'avoir cette information, on ne demande pas à quelqu'un ce qu'il a entre les jambes. Enfin, c'est valable pour un personnel soignant comme pour une personne lambda, mais on ne demande pas à une personne cisgenre ce qu'elle a entre les jambes. On ne demande pas à une personne trans non plus, en fait, tout simplement. À part si on est meilleurs amis, peut-être. Voilà, non, on va pas demander à quelqu'un comme ça de but en blanc qu'est-ce que t'as entre les jambes, comment tu fais au lit. Alors ça, c'est pareil, c'est une question, franchement, qu'il faut éviter. Et de personnel soignant, je l'ai déjà entendu aussi. Demander des photos de la personne avant, ça se fait pas du tout. Comme ça, je vous donne aussi des petits conseils. Hein. Très bien. Bah oui, non, mais après, pas forcément inné, on sait pas que ça se demande pas, mais au moins, là, on le dit. Voilà, c'est des choses qui se demandent pas. Puis demander ce qu'on appelle le dead name, le prénom de naissance de la personne, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça se demande pas. À moins, voilà, c'est le tribunal et qu'on fait le changement justement de ses papiers, tout ça, Oui. ça peut être différent. Si on n'a pas nos papiers de changer et qu'il y a besoin d'une vérification en particulier, mais sinon, on demande pas du tout ce genre de renseignements, quoi. Donc voilà, ça c'est pour mes petits conseils. J'en ai peut-être oublié, je sais pas. T'en as à rajouter peut-être là, du coup? On en a plein, on en aurait plein, on peut pas. On peut pas tout dire, Non. mais aussi, allez, tant qu'on y est, on va donner vraiment la base, le mot à bannir. Le mot transsexuel, c'est un mot qui ne se dit plus. Voilà. On parle de personnes transgenres, de transidentité, mais c'est vrai que le mot transsexuel, c'était le nom de la maladie en fait. Finalement, c'est très psychiatrisant comme terme quand c'était encore classé en tant que tel. Et en plus de ça, le mot transsexuel, bah, la finalité sexuelle, non, il y a plus de personnes transgenres qui ne vont pas jusqu'à faire justement la chirurgie de réassignation sexuelle. Donc ça n'a pas grand sens. Et c'est surtout que le genre et la sexualité, c'est des choses qu'il faut pas mêler. Mais c'est une très belle conclusion. Le genre et la sexualité n'ont rien à voir. Tout à fait. Ne faites pas l'amalgame, s'il vous plaît. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, que ça continue, j'ai envie de dire. Que je puisse continuer à faire ce que je fais actuellement dans mon travail et que je puisse le faire de mieux en mieux. Ben en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite de pire, du coup. Merci. Merci beaucoup Julie pour ton intervention dans le podcast. S'il y a des personnes qui souhaitent passer un message à Julie, ou n'hésitez pas à passer par la page du Café des Transidentités, je transmettrai les messages à Julie. Certains et certaines auront certainement la chance de la croiser sur leur parcours. En tout cas, je leur souhaite. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui et que ce podcast vous aura plu. En attendant, on vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. Et on vous dit à très très vite. À très vite.